Dans le podcast AWS en français, nous parlons Content Delivery Network. Avec mon invité, on a essayé de trouver un terme en français pour ça, mais on n'en trouve pas. CDN, quoi, pourquoi, comment, c'est maintenant, c'est dans le podcast AWS en français, c'est parti. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci d'être là, merci de nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Vous êtes nombreux à nous écouter sur le web aussi. Vous pouvez vous abonner comme ça tous les vendredis matins. Vous recevez le download dans votre poche directement et puis vous pouvez nous écouter plus tard pendant le week-end. Vous êtes nombreux à nous écouter en voiture. J'ai beaucoup de feedback de gens qui nous écoutent en disant c'est bien la durée, c'est juste mon temps de trajet le matin et je sais que le vendredi matin j'aurai mon podcast. Au pire le lundi matin pour aller bosser. Donc merci de nous écouter et d'être fidèles. Aujourd'hui on va parler réseau Edge, on va parler sécurité un peu, ça touche un peu à tout, l'aspect CDN, Content Delivery Network, avec mon invité. Merci d'être là, Ashraf Souk, tu es Solution Architect spécialiste Edge, donc tu travailles tout au long de l'année avec nos clients pour les aider à déployer des solutions CDN. Alors comme d'habitude, je vais partir super haut niveau et on va rentrer dans les détails au fur et à mesure qu'on avance. Donc si vous cherchez du contenu plus avancé, restez jusqu'au bout. Si vous savez pas c'est quoi un CDN, Ashraf, c'est quoi un CDN? Absolument. En fait, historiquement, les CDN sont un peu pour le contenu comme Amazon en fait, pour des produits dans la vraie vie. Parfois on a besoin d'acheter quelque chose et à la place d'attendre des jours et des semaines avant d'arriver dans l'endroit central, en fait on va en avance, on va les mettre, ces produits, dans des endroits plus distribués. Comme ça, quand j'ai besoin de ce produit, en fait il va arriver chez moi le lendemain ou le jour même. Donc ça rend l'expérience plus rapide. Et ici le produit, on parle de pages web, de contenu média et des choses comme ça. En effet, du contenu digital. Donc c'est quoi en général les CDN? En effet, ce sont des réseaux de serveurs qui sont distribués partout dans le monde. Et leur objectif, c'est en fait de recevoir les requêtes des clients au plus près. En général, ils sont positionnés à 20-30 millisecondes des utilisateurs. Et puis après, si le contenu est un contenu qui peut être mis en cache, en fait, on va le servir directement du cache, d'une façon locale, par exemple, comme les images, la vidéo, etc. Et si c'est pas en cache, en fait, comme du contenu dynamique, comme des API, en fait, on va aller à l'origine et les chercher de l'origine. Donc je reformule pour être certain que j'ai bien compris. Pour moi, développeur de site web par exemple, ça me permet de distribuer mon contenu de mon site web, les images, les vidéos, les style sheets, le JavaScript, même l'HTML, voire même des API, on en parlera plus tard, à partir de points de présence qui sont proches de mes utilisateurs. Et donc pour les utilisateurs, ça leur permet d'accéder plus rapidement avec une plus faible latence au contenu et se cache chez nous, le service AWS, CloudFront dans ce cas-ci, qui va lui-même gérer ce cache, mais on va rentrer dans les détails. Donc c'est quoi gérer un cache, c'est quoi aller chercher le contenu à l'origine, etc. On a parlé de performance, surtout de latence pour accéder à du contenu plus latent. Quels sont les challenges des clients? Pourquoi ils utilisent un CDN? Il y a l'aspect performance, mettre le contenu au plus près des utilisateurs, mais c'est pas le seul. Non, en effet. En fait, tout client qui a une application en ligne, en fait, il s'intéresse à un CDN comme CloudFront, et c'est pour résoudre des problématiques sans surprise qui sont décrites en fait dans le Well Architected Framework. Donc que ça soit pour la performance, la sécurité, la disponibilité, le coût, etc. Donc on vient de parler de la performance, comment on peut rendre par exemple un site web plus rapide. Par exemple, voilà, à la place d'attendre quelques secondes, on va attendre moins. Ou si on est en train de regarder un match de foot en ligne, il n'y a pas d'événement de rebuffering, etc., qui est frustrant pour des utilisateurs. Donc ça, c'est l'aspect très connu. Après, il y a l'aspect sécurité. Comme le réseau CDN, il se met en fait à la frontière de l'application, en fait, il va pouvoir la protéger contre plein de différents types d'attaques. Donc ça peut être des attaques par exemple DDoS,
des nids de service qui ont pour objectif de rendre l'application indisponible pour les clients légitimes, ou par exemple des attaques qui essayent d'exploiter des vulnérabilités dans l'application à cause d'un software qui est pas mis à jour, etc. Ou ce qui est maintenant qu'on voit beaucoup avec nos clients pour se protéger contre les activités malicieuses des botnets. Oui, en fait, comme tout le trafic ne va pas nécessairement directement au web serveur qui sert l'application, mais va au CDN lui-même, on peut faire des tas de filtres sur le CDN, c'est ça. Le CDN peut détecter, tiens, ça c'est un bot, et je vais le bloquer. Absolument. Et en fait, l'idée d'avoir cette sécurité périmétrique en combinaison avec les autres outils, en fait, mécanismes de sécurité au niveau de l'application aussi dans la région, c'est de pouvoir en fait, c'est comme des couches de sécurité qui vont permettre de bloquer des attaques plus tôt avant que ça arrive à l'origine. Par exemple, si on parle d'une attaque DDoS, une des possibilités, c'est de dire bon, vous savez quoi, je vais absorber cette attaque, je vais scaler mon origine. Mais quand ça arrive à l'origine, vous allez payer quand même beaucoup plus en termes de coûts d'infrastructure. Donc l'idée, c'est par exemple en utilisant un WAF, un Web Application Firewall, de bloquer ce genre d'attaque directement sur le réseau le distribué qui est le réseau du CDN. Oui, je me souviens quand je donnais des cours à architecture et autres à AWS, je disais toujours il vaut mieux que d'arrêter ces attaques au périmètre, à la périmétrie. Je suis pas certain que ce soit juste en français. Enfin, vous m'avez compris. Parce que dans ce cas-là, l'attaquant, il attaque les services AWS, il attaque pas votre infrastructure pour laquelle vous payez. Et c'est beaucoup. Enfin, on a les moyens de répondre d'abord. On a la taille aussi qui fait qu'on peut absorber beaucoup de trafic avant que ça devienne gênant pour vous. Un bon exemple d'un client qui a fait ça, c'était TF1 pendant la Coupe du Monde. Si vous remontez un peu dans l'historique des podcasts, vous retrouverez le numéro 149 de tête, publié en février de cette année 2023. Ils expliquent comment ils ont utilisé CloudFront pour streamer les matchs de foot pendant la Coupe du Monde et répondu à des attaques. Donc je vous laisse aller regarder ça. On va creuser un peu, aller sous le capot. D'abord du point de vue... tu veux encore rajouter un truc, vas-y. Je rajouter quelques aspects aussi pour qu'on utilise ça. Donc on a mentionné la performance, la sécurité. Il y a aussi l'aspect en fait disponibilité, qui est d'ailleurs très lié à la sécurité, à la performance, parce que bon, si on bloque pas une attaque DDoS, bah peut-être ça va compromettre la disponibilité de l'application, ou si notre application elle est lente. Aujourd'hui, nos clients ils considèrent ça que c'est un problème de disponibilité. Donc, mauvaise performance, c'est le new disponibilité en fait. Quand si pour nos clients, si une vidéo qui a beaucoup de buffering, en fait, c'est une vidéo indisponible. Mais à part ça, comme ce sont des réseaux, en fait, le CDN, ça devient le point d'entrée de l'application. Nos clients aussi, ils peuvent mettre en place des mécanismes qui peuvent améliorer la disponibilité, qui leur permettent aussi d'implémenter par exemple du failover ou des architectures multi-régions. Oui, on pourrait imaginer un peu d'intelligence en périmètre du réseau pour dire tiens, si ma source n'est pas disponible, je redirige, je fais un redirect vers une autre région, etc. On peut peut-être en parler dans les usages plus avancés tout à l'heure, mais c'est pour expliquer comment faire ça. Il y a plein de façons de le faire, on peut creuser. Et finalement, il y a l'aspect l'aspect coût, le modèle économique spécifiquement de CloudFront. Là, on parle plutôt de CloudFront que des CDN en général. Et il est fait de sorte à ce que les clients ils sont dans la majorité des cas gagnants en termes de coût quand ils le mettent en face de leur application. Typiquement, quand on parle du DTO, donc le Data Transfer Out, c'est le prix, en fait, le coût de faire sortir des gigabytes d'une région, par exemple de bucket S3 ou des instances EC2 d'un ALB. Quand on utilise en fait CloudFront en général, ce coût, déjà il y a le DTO de CloudFront remplace le DTO régional.
Et ce DTO en général, il est plus avantageux donc pour nos clients. La bande passante qui sort de CloudFront est moins chère que la bande passante qui sort d'S3 ou dans load balancer. Et on ne paye pas deux fois. Si on ne paye pas la bande passante entre le load balancer et le cache et CloudFront. Et en fait, pour nous, en effet, ça c'est le modèle économique. Mais à part ça aussi, avec CloudFront, en fait, on peut économiser du coût d'infrastructure, du coût de réseau backbone, parce qu'on sait qu'on peut servir les clients au plus près sans devoir traverser, dans la majorité des temps, le backbone pour aller à l'origine, et donc ces réductions de coûts, on peut en fait les refléter à nos clients. C'est un no-brainer. On ne devrait même pas se poser la question. Si je sers du contenu sur Internet, du contenu web, je mets CloudFront devant. Point. Dans l'immense majorité des cas, ça coûtera moins cher. Il peut y avoir des exceptions, hein, mais exactement. Et si tu veux, ça résume un peu 80% de la discussion avec les clients. On commence par ça. C'est que c'est un no-brainer. Si vous avez une application exposée sur Internet, considérer CloudFront. Et il y aura en effet des fois où c'est pas possible parce que peut-être il y a des exigences, des requirements qui sont pas possibles par CloudFront. Là, on peut envisager d'autres alternatives, par exemple comme Global Accelerator ou d'autres possibilités. Et il n'y a pas de frais fixes ou récurrents, on paye que la bande passante qui sort. Donc si c'est pas utilisé, au pire, on paye rien. En effet, quand on utilise CloudFront, en fait, de base, il y a le modèle économique, il est en majorité basé sur deux dimensions. C'est le nombre de requêtes qui sont servies par CloudFront et la bande passante, donc en gigabytes, qui sont servies aussi par CloudFront. Je vais aussi creuser un peu ce sujet. J'ai profité de ça. Il y a plusieurs choses aussi à comprendre par rapport au coût de CloudFront qui sont intéressants. Déjà, il y a le Always On feature dans CloudFront. Donc, vous avez en gros 1 terabyte par mois. Offert tous les mois. Tous les années, dès que donc vous utilisez CloudFront, donc c'est super. Le premier terabit qui sort de CloudFront est gratuit tous les mois, pour tout le monde. Voilà. Donc si vous avez déjà un petit site web perso, le podcast AWS en français, par exemple, c'est un no-brainer. Voilà, vous mettez CloudFront dessus. Après aussi, il y a des fonctionnalités dedans, des options qui sont payantes, mais il faut comprendre aussi que les composants de base pour utiliser CloudFront, on appelle ça CloudFront distribution aussi, ça n'a pas de coût. Donc vous pouvez créer autant dans les limites en fait de ce qui est possible dans vos comptes AWS. Oui, un cache pour une application, on appelle ça une distribution, et on peut en créer autant qu'on veut. Il n'y a pas de prix fixe, on n'est pas facturé à la distribution. C'est vraiment au bit qui sort. Exactement. Et l'autre chose qui est très intéressant à savoir, c'est que dans CloudFront, on va le tarif en fait du gigabyte, il est calculé d'une façon différente que dans une région. Dans une région, ça inclut, en fait, c'est vraiment tout. Ça inclut tout ce qui est TLS, par exemple, le handshake TLS, quand on fait une connexion TCP, et puis on fait la transaction, en fait, on établit la session TLS. Il y a un échange de bytes qui s'opère, par exemple, pour télécharger le certificat TLS, qui est en général de plusieurs kilobytes. En fait, tout ça, c'est pris en compte dans le DTO régional. Par exemple, si vous utilisez un ALB, et c'est pas le cas dans CloudFront. Donc, en général, pour nos clients, c'est super intéressant pour une API, parce que dans une API, en général, les réponses, elles sont en général plus faibles. Par exemple, si on voit une réponse JSON, la taille est plus faible que le certificat. Donc, on a vu des fois des clients qui ont mis CloudFront en face de leur API et soudainement leur facture DTO elle va tomber de façon considérable et ils vont être très surpris, ils vont pas comprendre et parfois ils vont ouvrir des tickets à nous pour essayer ils pensent qu'il y a quelque chose qui a mal tourné, mais non, en fait c'est le modèle économique
qui est plus intéressant. Donc ça, je savais pas, j'apprends des choses, c'est que donc de nouveau, je reformule pour être certain que j'ai bien compris, le trafic d'établissement de la connexion TLS n'est pas considéré en bande passante sortante quand on se connecte à un edge, c'est uniquement le payload de la connexion qui exactement. D'accord, je savais pas ça, c'est bien. Tu vois que même après 10 ans chez AWS, on continue d'apprendre des petits détails à gauche et à droite. En fait, c'est un aspect intéressant pour les API parce que non seulement il y a une économie du côté de l'utilisateur, mais aussi une économie entre CloudFront et l'origine, donc du côté de l'origine, parce que en fait il y a un mécanisme qui s'appelle persistent connections en fait dans CloudFront. Donc l'idée c'est que à la place d'ouvrir une connexion TCP pour chaque utilisateur entre CloudFront et l'origine, en fait, on va ouvrir un nombre plus faible et on va passer les requêtes HTTP à travers les mêmes connexions TCP qu'on appelle des connexions persistantes. Et donc du coup, du point de vue de l'origine, il va avoir moins de demandes de connexion, moins de trafic qui sort. Par exemple, pour les ALB, ça se traduit directement en une baisse du LCO. En fait, c'est quoi le LCO? Alors, le LCO dans un ALB, c'est une unité de calcul pour dire combien on consomme en ALB, qui dépend, par exemple, du nombre de gigabytes qui sont sortants, combien de connexions par seconde, etc. Et en général, le nombre de connexions par seconde, il va diminuer considérablement dans le ALB. Et donc, ça fait aussi des gains économiques au niveau de l'origine. Alors en parlant de coût, tu ouvres une boîte de Pandore là, parce que tu donnes un exemple de caching d'API. Jusqu'à présent, on parlait de caching de choses qui sont plutôt statiques, de l'HTML, du JavaScript, des images, des vidéos, c'est la même pour tout le monde. Mais une API, par définition, c'est pas la même pour tout le monde. Donc quel est l'intérêt d'abord, comment on peut cacher... Attends, je vais essayer de reformuler ma question. Il y a deux API. Il y a les API où c'est la même pour tout le monde. Donne-moi la liste de villes, la météo du jour, etc. Exactement. Les news, ça c'est la même chose. Et puis il y a des API qui peuvent être plus spécifiques. Donne-moi la liste de mes mouvements de mon compte bancaire à moi. Comment on fait la différence? Comment on traite ça? Est-ce que ça a du sens de cacher le deuxième? Le premier, oui. Le deuxième, voilà. Et sur base de quoi on cache? Parce que du coup, c'est plus juste l'URL. Oui. Alors, du coup, en fait, il faut savoir que CloudFront est comme beaucoup de CDN, il fait pas que du cache. En fait, il peut être complètement configuré en reverse proxy. Donc, il faut juste passe-through. Voilà, il faut juste le configurer et dire disable caching, et il se comporte complètement en reverse proxy. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie d'évangéliser depuis un moment de plus en plus. Parce que dans la tête de beaucoup de clients dans l'industrie, les CDN sont associés à la fonctionnalité simple de caching, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Un CDN, il va permettre d'accélérer une application, que ce soit le contenu statique, mais aussi le contenu dynamique. C'est un composant de sécurité. C'est un composant où on peut prendre des fonctionnalités de l'origine, mettre au plus près de l'utilisateur. Et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus avancé que juste du caching. Et donc pour cette API, en fait, on va juste désactiver le cache, utiliser CloudFront en reverse proxy et profiter de tous les aspects de sécurité et ce que je viens de mentionner, en fait, la performance. Donc pour les API, ce qui est le plus intéressant, c'est cette réutilisation de la connexion TCP entre CloudFront et l'origine, parce que ça permet de réduire beaucoup les temps de réponse. Et en fait, il y a plusieurs case studies qui étaient publiés, que ce soit dans des talks à reInvent ou dans d'autres instances, comme Slack. Slack utilise les API. CloudFront pour ses API, mais aussi Tinder, pareil pour ses API, j'utilise CloudFront. Ah, donc quand je swipe à droite ou à gauche, enfin façon de parler, je suis marié et tout, absolument. Ça passe par CloudFront, ok. Absolument. Et en fait, ils ont, par exemple, Slack, quand ils ont implémenté ça il y a des années, quand CloudFront, il y avait pas encore un réseau assez grand qu'aujourd'hui. Ils ont déjà gagné
ils sont réduits en moitié le temps de réponse global. Ouais, et ce qui est quand même très intéressant aussi, ce qu'ils disent dans leur témoignage, c'est que comme les requêtes, elles vont rentrer par un endroit plus proche à l'utilisateur dans le réseau global d'AWS, et en fait, on va être moins impacté par ce qui se passe sur Internet. S'il y a des problématiques de routage sur Internet, ils sont moins impactés. Et en plus, si vous avez votre l'origine sur AWS, tout le trafic, il va rester sur le réseau AWS. Donc ça rend les applications plus disponibles et plus performantes, rien que ça. D'ailleurs, il y a les CDN du marché qui n'ont pas investi dans un réseau global comme le réseau d'AWS. Il y en a qui ont fait, il y en a qui n'ont pas fait. En général, ce qu'ils font, ils essayent de compenser par des fonctionnalités niveau applicatif pour en fait essayer de router les requêtes par des chemins plus performants, enfin voilà, moins impactés par des problématiques sur Internet. Alors que nous, en fait, on n'a pas ce genre de fonctionnalité niveau applicatif parce que de base, niveau c'est le réseau qui s'en occupe. C'est le cas. Exactement, oui. Et donc, même pour une API dynamique où le contenu est vraiment spécifique à un utilisateur, ça vaut la peine, économiquement, performance, sécurité, de passer par CloudFront. Comment se gère, ou c'est quoi la clé de caching? Pour moi, un cache, c'est toujours comme une hashmap en mémoire. C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, il y a une clé et puis une valeur associée. Alors, la clé, ça peut pas être uniquement l'URL. On doit mettre aussi les query strings ou des cookies, les headers HTTP, etc. L'utilisateur peut choisir tout ça? Absolument. Donc, en fait, quand on va configurer une distribution CloudFront, alors le plus simple, si on veut vraiment juste commencer de base et ne pas profiter du caching du tout, mais rien que déjà profiter de ces aspects qu'on vient de mentionner, avec l'aspect sécurité, etc. Par exemple, disons que vous êtes sous attaque DDoS et vous avez besoin d'une meilleure protection. Une option très simple, c'est de créer une distribution CloudFront, utiliser ça comme reverse proxy, mettre un WAF avec des règles de base comme du rate limiting par exemple, ou bloquer des IP suspicieuses qui sont fournies par Amazon. En fait, là, c'est très simple de mettre ça en place. Maintenant, si vous voulez, et ce qui est bien sûr recommandé, là rajouter plus de fonctionnalités, par exemple de mettre du caching ou faire un peu de compression, mettre un peu de logique distribuée avec nos edge functions. Le travail à faire, c'est de dire quelles sont les routes dans mon application. Quelles sont les différentes routes? Les URL. Donc, je dirais, oui, c'est les URL. En effet, c'est les types de contenu qui est dans mon application. Donc, en fait, on va dire, il y a le contenu statique qui nécessite du caching. Par exemple, on va dire toutes les routes qui mènent vers /statique /statique/ quelque chose, ou si on n'a pas groupé tout sous /statique, alors on va dire tout ce qui se termine par JPEG, PNG, JS, etc. Et là, on va dire, ça c'est on va en fait forcer CloudFront à les garder en cache pendant une durée définie. Puis on va peut-être, pour tout ce qui est JavaScript et HTML, on va configurer de la compression, gzip, Brotli, parce que donc ça réduit la taille des fichiers, et donc ça rend les choses plus rapides et aussi moins coûteuses pour les clients. Ensuite, on va se dire pour tout ce qui est HTML, on va le traiter d'une façon différente. Moi, j'ai une application, par exemple, un journal avec des choses qui changent toutes les minutes. Donc, moi, je vais mettre juste cette page en cache pendant 1 minute. Puis après, j'ai une partie de mon application qui est authentifiée. Donc là, on peut pas faire du cache. Par exemple, là, c'est /logging, /API, etc. 1, API 2. Là, en fait, on va peut-être désactiver le cache complètement, et on va spécifier carrément des origines qui sont complètement différentes. Là, jusqu'à maintenant, l'origine qu'on a utilisée, c'était un bucket S3.
peut-être pour les HTML, si on fait du server-side rendering, en fait, on va faire de la LB ou derrière avec des lambda. Pour les API, peut-être on a des containers. Donc en fait, on va utiliser des origines différentes. Et puis peut-être on a certaines pages, si peut-être on a si on est un e-commerce où en fait le contenu va être modifié en fonction des query parameters. Par exemple, pour dire bon, produit ID est equal par exemple les chaussures numéro 1. En fait là on va le rajouter, on va configurer la clé de cache. Et ça c'est très important pour que nos clients en fait qui passent un peu de temps avant de faire ça dans la documentation pour comprendre le modèle de CloudFront pour en fait configurer le caching de façon optimale. Un caching qui est optimal, ça va résulter en meilleure performance et moins de trafic à l'origine, donc moins de coûts en général pour les clients. Par exemple, il y a les erreurs qu'on peut voir de temps en temps, c'est les clients qui veulent en fait envoyer des éléments, des composants de la requête à l'origine pour des raisons X ou Y, par exemple les cookies, etc. Mais sans que ce soit mis en cache, sans que ce soit partie, de la clé de cache, juste pour de l'analytics ou d'autres choses. Et en fait, ils peuvent faire l'erreur d'utiliser les cookies dans la clé de cache. Et là, du coup, ça détruit complètement. Oui, le hit rate descend énormément puisque du coup, la clé de cache est spécifique à chaque utilisateur. Donc, on peut, en tant qu'administrateur CloudFront, sur le compte AWS, dans la console ou par API, définir une stratégie de caching par route, comme tu dis, donc par URL avec des paramètres, les time to leave, donc les temps où le contenu va rester dans le cache aussi en fonction de ses contenus. Et je suppose qu'ils respectent aussi, parce que dans le monde des applications web, c'est très courant aussi de contrôler le cache depuis l'application elle-même avec des headers comme no cache, comme les time to leave. Et je suppose qu'ils respectent ce que l'application envoie aussi dans les headers HTTP. Oui, alors c'est les clients qui peuvent configurer ça. Soit les clients ils disent en fait moi je m'en fous de ce qui est envoyé par l'origine et j'ai forcé tout sur la configuration de CloudFront. Donc je vais forcer un minimum TTL pour les images de 1 an ou d'un mois, etc. Et je vais forcer tout le reste que ce soit en reverse proxy. Donc ils peuvent le faire. S'ils veulent contrôler tout à l'origine, donc avec le header cache control, donc en fait ils peuvent le faire. Et dans ce cas-là, il faut configurer CloudFront à ce qu'il respecte ça en mettant par exemple le minimum TTL à 0. En fait, CloudFront il fonctionne de la façon suivante. Il y a 3 configurations clés qui sont le minimum TTL, le maximum TTL et le default TTL. Donc quand CloudFront reçoit TTL, c'est time to leave, c'est le temps où les données restent dans le cache. Continue. Exactement, merci. Quand CloudFront reçoit une réponse, déjà s'il n'y a pas de cache control associé, il va utiliser le default TTL. S'il y a un cache control qui est associé, et ben s'il est entre minimum et maximum TTL, il va utiliser cette valeur. Sinon, il va utiliser le minimum si c'est plus petit ou le maximum si c'est plus grand. Alors, il y a des nuances, on peut quand même creuser le sujet, il y a quand même des nuances à ça, il y a des avantages, des inconvénients. Et ta recommandation, sans rentrer dans les détails, c'est quoi? C'est d'utiliser plutôt la configuration TTL côté serveur, côté CloudFront, ou côté source, origine, application web? Alors, ma recommandation, c'est que pour tout ce qui est cachable, en fait, c'est d'utiliser à l'origine, parce que aussi le header cache control, il va aussi se propager au browser. Donc du coup, ça va permettre aussi d'être aligné entre le browser, le cache de CloudFront. On peut différencier, pas forcément. On peut différencier. On peut dire au browser de mettre en cache avec une durée différente que
que le CDN. Mais ça, au moins, ça permet de réduire le trafic au CDN. Donc, ça permet aux clients de réduire le nombre de requêtes d'images si le browser il peut le mettre en place. Et comment ça marche quand je veux faire un déploiement de ma nouvelle application et je travaille beaucoup en DevOps pour le moment avec des pipelines CI/CD. On a des déploiements plusieurs fois par jour, parfois plusieurs fois par heure. Quand tout change ou tout est susceptible de changer, il faut que les nouveaux JavaScript soient distribués en même temps que le nouvel HTML qui les utilise, etc. Oui, alors ce qui est recommandé pour si on va parler d'un site web, parce que du coup le caching vraiment ça va dépendre de l'application. Mais si on va parler d'un site web avec par exemple du HTML, parlons par exemple d'une SPA, single page. Exactement, c'est ça que je pensais. J'ai une application React, single page, je fais un release, il y a des nouvelles fonctions, donc le JavaScript n'est plus le même, l'HTML n'est plus le même. Comment est-ce que je fais? J'invalide tous les caches et je déploie ou on peut faire ça plus intelligemment? Alors, ce qui est recommandé, déjà, c'est ne pas utiliser les invalidations. C'est les invalidations que moi je recommande à mes clients, c'est plutôt les utiliser comme un plan B s'il y a un problème c'est un peu l'arme nucléaire du cache, c'est-à-dire j'efface toutes les données dans le cache partout dans la planète. Exactement, tout de façon plus spécifique, on peut être plus granulaire, mais en fait c'est une opération dans le control plane. Et moi j'aime toujours plus les opérations dans le data plane parce qu'ils sont plus disponibles et moins chers. Et donc en fait pour les SPA, il y a une façon beaucoup plus simple de faire, c'est d'utiliser en fait du versionning dans les URL de tout ce qui est statique, par exemple les images JavaScript, CSS, etc. Et en fait, dans le build, tu peux utiliser dans tes outils en fait des options pour dire quand tu fais le build de ma SPA, s'il te plaît rajoute un hash du contenu dans l'URL, d'accord? Et ça fait que si le contenu change, ce hash il change. L'URL sera différente. Ouais. Exactement. Et le HTML, il va référencer un nouveau fichier et ça devient du contenu immutable. Donc là, on peut le mettre en cache pendant 1 an. Il n'y a pas de problème, on s'en fout. Par contre, pour le HTML, là, en fait, on va mettre une TTL plus faible. Et la TTL, là, ça va dépendre. C'est un compromis de combien tu veux la mettre en cache versus dans combien de temps tu veux que ce soit déployé. Mais si tu mets par exemple 1 minute, c'est déjà largement en fait bénéfique pour l'application. Sachant que si par exemple le HTML n'a pas changé, il y a aussi la possibilité de faire en fait des requêtes conditionnelles entre CloudFront et l'origine pour dire bon moi j'ai dans mon cache cette version de cet HTML. Est-ce qu'elle a changé? Bon, si elle n'a pas changé, on réutilise la même. Si elle a changé, on va prendre la dernière. Et en général, on utilise un header qui s'appelle itag pour ça. Et ce header, si vous utilisez S3, c'est généré automatiquement. C'est une espèce de hash sur l'objet S3. Exactement. Je garde un œil sur l'heure. Il y a encore 2 grosses familles de sujets dont je voudrais parler sans être trop long. Mais puisqu'on est dans des usages plus avancés, on a parlé de gestion du cache, d'invalidation du cache, etc. Il y a moyen aussi de faire tourner du code sur le CDN. Donc en amont, c'est ce qu'on appelle Lambda on Edge. Et puis il y a quelque chose aussi qui s'appelle les CloudFront Functions. À quoi ça sert? Quelle est la différence entre les deux? Quels sont les use cases typiques? Gros sujet. Je vais essayer de t'expliquer un peu l'historique de ça et comment on est arrivé aujourd'hui à cette bonne idée. L'histoire souvent ça aide à comprendre pourquoi on a 2 solutions. Déjà en fait il y a un besoin chez nos clients de pouvoir implémenter de la logique au niveau périmétrique. En général, pour 2 grandes raisons. C'est un pour une meilleure performance et l'autre pour une meilleure sécurité. Par exemple, si on parle de la meilleure performance, par exemple, on veut faire de l'A/B testing, entre 2 versions de notre site, par exemple 2 versions de notre SPA. On peut le faire sur l'origine, mais dans ce cas-là, on peut pas utiliser du caching. Il faut que tout arrive à l'origine. Tout aller à l'origine, on va décider, on va envoyer la version A ou B. Maintenant, si on peut faire ça avant le cache,
là, on va servir la page directement, page A ou B du cache. Donc, ça rend les choses beaucoup plus rapides. Et au niveau de la sécurité aussi, on peut se dire, bon, on peut implémenter une autorisation pour notre SPA, parce que par exemple pour notre SPA, c'est juste un nombre limité de personnes qui ont accès à cette page. On peut le faire sur l'origine, mais c'est-à-dire aussi qu'on peut pas utiliser le cache. Si on veut utiliser le cache, il faut implémenter cette autorisation avant le cache. Et historiquement, dans l'industrie CDN, il y avait différentes façons plus ou moins avancées de les faire, mais souvent ce sont avec des langages assez spécifiques. Donc par exemple, avec l'un des CDN très connu, c'est un langage très très spécifique à leur plateforme qui nécessite souvent des ProServe pour le faire. Ou avec un autre CDN, c'est plus populaire, c'est avec du Varnish qu'on peut peut-être implémenter ce genre de choses. Mais Varnish aussi, VCL, ça reste un langage qui n'est pas populaire comme JavaScript ou Python. Et donc, l'idée pour CloudFront, c'était de dire, nous, on a besoin d'implémenter ça, avoir cette possibilité c'est possible pour nos clients. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dans cette route? On va dans une route différente? On a dit, en fait, nous, on veut faire ça offrir à nos clients de pouvoir configurer leur edge avec du code et avec des langages qui sont connus par tout le monde. JavaScript, tout le monde peut faire du JavaScript. Et comment on fait ça? On a un service qui s'appelle Lambda, AWS Lambda, qui est serverless, qui s'exécute assez rapidement, qui est distribué partout dans le monde parce qu'on peut l'exécuter dans différentes régions d'AWS. Et en fait, on va intégrer CloudFront et Lambda pour pouvoir exécuter cette logique dedans. Et on a vu tout de suite une adoption incroyable de nos clients de Lambda Edge. Donc il y avait des usages assez simples comme des modifications de la requête HTTP. On a vu en fait ces use cases comme le A/B testing, l'autorisation. Juste pour illustrer un tout petit peu, quand tu dis l'autorisation, donc c'est une fonction lambda qui se déclenche quand une requête HTTP arrive. Elle pourrait vérifier que le header d'autorisation ou d'authentification est là, un token JWT par exemple, et en fonction de ça, mettre immédiatement un redirect plutôt que servir du contenu. Comme ça, le browser irait vers une page de login si on n'est pas autorisé. Donc vraiment bloquer les requêtes avant même qu'on touche le cache. Ok, d'accord. Et on pourrait le faire de tellement de façons différentes. On peut avoir toute la logique de l'autorisation inclus dans la fonction. Par exemple, si on a le secret, on l'a dans cryptographique dans la fonction, ou on peut offloader ça à une origine en fait différent, d'autorisation différent. Il y a des blocs qui expliquent tout ça. On peut s'intégrer avec des identity providers. Il y a aussi des blocs qui expliquent ça. Par exemple avec Cognito. En effet, il y a tous ces use cases. Mais après, on a vu aussi des clients utiliser Lambda Edge d'une façon très créative. Par exemple, pour déployer des applications complètement distribuées, donc il y a sans origine. Notamment, je pense à Pernod Ricard, une de leurs applications pour scanner des bouteilles en fait d'alcool, être redirigé vers la page la plus appropriée en fonction du pays, des campagnes. Donc c'est un outil marketing. Avant c'était centralisé, ça coûtait cher. Là c'est décentralisé, plus rapide, moins cher, flexible, etc. Ou alors on a vu des clients en fait utiliser ce mécanisme pour faire du routage ou du load balancing au niveau applicatif. Donc par exemple pour dire moi j'utilisais Lambda Edge pour migrer progressivement du on-prem vers le cloud, certaines routes. À chaque fois je migre une route dans mon application, j'utilise Lambda Edge en fait pour aller vers cette origine. Donc sélection dynamique des origines. Il y a plein de use cases qui sont très intéressants. On a franchement appris de nos clients sur ça. Moi, je l'utilise sur mon site web perso pour rediriger vers les anciennes pages. J'ai un vieux site web WordPress qui était exporté, qui est statique maintenant, mais qui a un schéma d'URL un peu différent. Mais pour le SEO, c'est important. Google a indexé ces vieilles pages, donc si on clique sur cette vieille URL, c'est un Lambda Edge qui le détecte et redirige vers la nouvelle URL correspondant au même contenu. Exactement. C'est une façon aussi d'utiliser Lambda Edge, c'est pour gérer les redirections. Et par exemple, il y a aussi quelques blogs qui expliquent comment on peut faire ça. Il y a plusieurs façons de le faire.
Dans le blog français, il y a Marianne, un blog, enfin voilà, où Marianne, en fait, le magazine en live, qui explique comment ils utilisent en effet Lambda Tech pour exactement ça, les anciennes URL qui sont plus existantes, comment on peut les rediriger pour qu'on soit bon en termes de SEO. Et en principe, vous trouverez le lien dans les notes du podcast. Je vous mettrai ça. Et je vais quand même juste terminer sur ça et passer sur Platform Function et conclure. Donc après aussi, on a vu carrément des clients utiliser Lambda Tech pour faire du server-side rendering, en fait, parce que Lambda c'est carrément un conteneur derrière. Donc il y a toute la... Mais c'est un subset de Lambda, c'est pas une fonction Lambda complète. C'est limité en termes de langage de programmation, si je me souviens bien. Exactement. Alors en effet, et toutes les fonctionnalités de Lambda ne sont pas disponibles. Donc on peut que utiliser Python ou JavaScript, Node.js en fait. Il y a des limitations sur le temps d'exécution, etc. Oui, c'est pas 15 minutes, ça n'aurait pas de sens, évidemment, pour traiter une requête HTTP. Exactement. Mais sinon, c'est la même infrastructure et on peut, en fait, avoir une fonction qui a 10 gigas de mémoire pour faire des fonctions. Donc, ça permet, par exemple, comme je dis, de faire du server-side rendering. D'ailleurs, en interne, il y a des services qui font ça, en fait. Par contre, ce qu'on a entendu de nos clients, donc après un recul, c'est que pour les opérations simples, typiquement des petites redirections, des normalisations d'URL, etc. Donc les opérations HTTP, Lambda Tech, c'était un peu lourd par rapport à ce qui est demandé. Donc on a la puissance d'un conteneur pour juste faire des modifications de HTTP. Ça faisait en fait ça faisait beaucoup en termes de coût et en termes de latence, parce que ça introduit une dizaine de millisecondes. Donc du coup on a commencé à travailler sur une nouvelle plateforme d'edge computing qui s'appelle Platform Functions, qui est très optimale pour ça. À la différence de Lambda qui s'exécute donc dans des régions AWS partout dans le monde, Platform Functions s'exécute carrément dans les POP, dans les edge locations de CloudFront, donc 400 dans le monde, et qui scale d'une façon indéfinie avec CloudFront. Mais le compromis, c'est que du coup, le code doit être très simple et doit pouvoir s'exécuter d'une façon très très rapide. Donc on peut pas faire ce qu'on peut faire avec Lambda Tech. Et comme ça, les clients, ils ont la possibilité de choisir. Je veux faire quelque chose de simple, assez simple. J'utilise Platform Functions. Si je vais aller, par exemple, je vais utiliser la puissance d'un conteneur pour faire des appels HTTP, composer une réponse, etc., faire du processing assez compliqué. Bon, en fait, on va utiliser Lambda Tech. Un point intéressant, c'est que Platform Functions fait partie aussi du Always On Fleetier. Donc il me semble il y a 10 millions d'exécutions, 1 ou 10, il faut que je mettrai les notes dans le lien vers les notes du podcast. Il y avait un très bon blog post de mon collègue Danilo en anglais qui expliquait les CloudFront Functions au moment où ils ont été lancés. Temps d'exécution là, maximum 1 milliseconde, ou quelques millisecondes en tout cas, ouais, pas plus. Alors du coup en fait on va pas parler de temps d'exécution, plutôt de la complexité d'exécution, et pour savoir combien la fonction elle est complexe, en fait, dans la console, vous pouvez écrire votre code et vous allez en fait faire un test. Donc cliquez une exécution test et elle va vous dire vous avez consommé 80% de votre compute utilization. Donc c'est pas, on va pas mesurer ça forcément par un temps d'exécution, parce qu'en fait on se permet du burst, etc. Bon, il y a des mécanismes en interne. On fait l'abstraction de tout ça, on le rend de façon plus simple à nos clients, se dire bon, il y a un compute utilization, il faut pas arriver à 100% parce que bon, la fonction peut être comment dire, throttled, interrompue. Voilà, donc interrompue, ouais. Il faut rester au-dessus de ça. En parlant de ça, tu as mentionné une chose, et c'est une bonne transition sur le dernier point que je voulais creuser avec toi dans ce podcast. Tu as dit les Cloud Functions, elles tournent vraiment sur les pop locations en Edge, tandis que le Lambda en Edge, il tourne ailleurs. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi ce ailleurs? En fait, il y a plusieurs niveaux de cache dans CloudFront. Oui, Quelle est l'infrastructure physique derrière CloudFront?
Oui, alors CloudFront, en fait, c'est comme un gâteau avec beaucoup de couches. Comme un oignon. Délicieuses. Ou alors un oignon. Le gâteau est meilleur. Ça fait pas pleurer. En fait, si on va regarder les couches macro, en fait, il y a les POP, donc ou les Edge Locations, ce sont vraiment les points d'entrée des requêtes HTTP. Donc à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est 450 environ, j'ai pas le chiffre devant moi, mais c'est à peu près ça. Dont oui. En France, il y en a dans la région de Paris, il y en a dans la région de Marseille. À Marseille, exactement. En fait, donc ils sont distribués partout dans le monde, avec, comme on dit en général, 20 à 30 millisecondes de proximité en fait réseau avec les grands centres de population. Voilà. Et CloudFront en fait il a une intelligence pour pouvoir router les requêtes HTTP. Il détecte que c'est un trafic dynamique parce que par exemple vous avez en fait configuré CloudFront comme reverse proxy sur une certaine route, il va directement envoyer la requête du POP à l'origine. Ou par exemple, si c'est une requête put ou post, qui sont par définition, qui sont pas cachables. Pour tout ce qui peut être mis en cache, la requête va suivre un chemin qui est différent. En fait, avant d'aller à l'origine, on va aller à un autre niveau de cache intermédiaire, qui s'appelle le Regional Edge Cache, qui sont en fait des caches concentrateurs en quelque sorte. Ouais. Qui sont en fait, il y en a 13 ou 14 dans le monde, qui sont en fait déployés dans des régions AWS. Donc derrière, c'est des instances EC2, voilà. Mais qui ont une durée de vie, en fait, qui peuvent retenir des objets dans le cache d'une façon plus importante que un Edge peut faire. Et donc du coup, en général, ça améliore le cache hit ratio et ça réduit le trafic qui va aller à l'origine. Donc parce que le réseau entre les POP et le cache régional est super optimisé. Évidemment, c'est notre réseau managé. Exactement. Réutilisation de connexion, enfin tout ce que tu as expliqué avant. Exactement. D'accord. Et en général, les CloudFront Functions, ils sont exécutés dans les Edge. Les Lambda Edge, il est exécuté au niveau des Regional Edge Cache. Donc c'est le Edge un peu plus régional. Donc le chemin d'une requête, ça part du browser du client, ça passe par le DNS, c'est redirigé vers la distribution, donc vers le POP. Il y a un premier niveau de caching sur le POP, c'est un peu comme les CPU, L1, L2, premier niveau de caching sur le POP. Il y a un deuxième niveau de caching sur le cache régional, mais là il y en a moins, tu dis 12-13 à l'heure où on enregistre ce podcast, ça augmente je suppose, comme beaucoup de choses chez AWS. Et puis seulement la requête va à l'origine si le contenu n'est ni en cache niveau 1, POP, ni en cache niveau 2, Edge. Et en plus, les clients, ils ont la possibilité de configurer un troisième niveau de cache parce qu'ils se disent, moi, j'ai un réseau, enfin, j'ai une audience mondiale et je veux pas avoir des requêtes pour le même objet de mes différents Regional Edge Cache parce que ces Regional Edge Cache, donc ces niveaux de cache intermédiaires sont complètement indépendants pour des questions de disponibilité. Ils partagent pas leur cache. Donc, si moi j'ai une application populaire qui est utilisée partout dans le monde, pour la même image, par exemple, je vais avoir des requêtes qui peuvent arriver d'une dizaine de Regional Edge Cache. Donc, si j'ai envie encore de réduire ça d'une façon plus importante, j'active quelque chose qui s'appelle Origin Shield, et donc en fait, ça va concentrer tout vers une seule couche de caching avant d'aller à l'origine. Donc ça fait un peu le Regional Edge Cache des Regional Edge Cache. J'espère qu'on vous a pas fait peur avec tout ça. Ce qu'on disait dans la préparation de ce podcast avec Ashraf, c'est en fait c'est super simple de démarrer. C'est vraiment de créer la distribution dans CloudFront. Vous recevez une adresse DNS que vous devez utiliser pour vos clients. Évidemment, vous pouvez mettre votre CNAME, votre alias pour mettre mycompany.com ou .fr et pas utiliser le nom un peu cryptique DNS que CloudFront vous distribue. Mais c'est super simple de démarrer. Mais après, quand vous voulez aller dans les détails, il y a plein de petits bitoniaux que vous pouvez régler à gauche et à droite et c'est extrêmement puissant avec les Cloud Functions, avec les Lambda on Edge, etc. Et j'espère qu'on a fait un bon tour de panorama de tout ce qui est possible. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un mot de la fin, une conclusion ?
En général, alors on a en effet parlé pas mal des aspects de la performance, du coût, du edge computing. On a parlé un peu de la sécurité, et aussi, je pense que moi j'ai envie de terminer par ça. Considérez aussi CloudFront comme un outil de sécurité, où vous pouvez implémenter plein de contrôles au niveau périmétrique, donc bien avant que ça arrive à l'origine. Sur votre infrastructure. Oui, et dans les 2 dernières années, on a vu un développement assez intéressant des capacités, en fait, des fonctionnalités de CloudFront. Et là, je parle de WAF, en fait. Donc, la sécurité sur CloudFront avec AWS WAF, notamment pour tout ce qui est gestion des bots. C'est une problématique qu'on voit de plus en plus chez nos clients, qui touchent à leur business, et donc utiliser CloudFront avec WAF, avec les fonctionnalités avancées, va vous permettre d'être mieux, en fait, vers une meilleure posture contre le traffic bot. C'est une bonne conclusion. Ashraf Souk, tu es SA, Solution Architect, spécialiste du Edge, et on est rentré bien dans les détails du Edge, en tout cas du Edge avec CloudFront. Il y a d'autres sortes de Edge, peut-être qu'on en reparlera un autre jour aussi dans le podcast AWS en français. Comme d'habitude, vous nous laissez vos commentaires sur Twitter, sur LinkedIn, vous avez les liens dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, pour un prochain épisode, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.